À travers le temps, les maisons de nos grands-mères ont toujours exercé une fascination particulière, une véritable aura de chaleur humaine, de sécurité et bien sûr, ce parfum subtil et inimitable, fusion de fleurs séchées, de linge propre, de cire d'abeille et de gâteaux sortis du four. Beaucoup parmi nous gardent en mémoire ces moments de réconfort où, enfants, on franchissait le seuil d'un foyer enveloppé de senteurs familières. Cette magie, bien loin d'être le fait du hasard ou de produits achetés en magasin, reposait sur une panoplie de gestes simples et de secrets transmis avec amour. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans cet univers qui sent bon le naturel, à découvrir ces 10 astuces de grand-mère qui, chacune, racontent une histoire, un savoir et un peu de leur âme. Prenons le temps de savourer chaque anecdote, chaque usage et pourquoi pas, de raviver quelques souvenirs endormis. Vous verrez, en quelques pas, la maison se transforme en havre de paix olfactif. Tout commence avec le tout premier geste du matin, héritage de nos aïeuls qui savaient lire dans le comportement de la nature. Aérer. Ce mot banal qu'on oublie trop souvent dans nos vies modernes, pressées, où le chauffage central fait tout à notre place. Pourtant, chaque matin, la première chose que faisaient nos grands-mères, avant même de préparer le petit déjeuner, c'était d'aller ouvrir en grand les volets et les fenêtres, même quand le givre dessinait encore des fleurs sur les carreaux. Quelques minutes suffisaient, le temps de dire bonjour au jour nouveau, de laisser entrer la légère bise ou la brise chaleureuse selon la saison, chasser les relents de la nuit, les vapeurs de cuisine, les petits désagréments que la vie quotidienne accumule. Ce simple renouvellement de l'air, ces quelques instants d'ouverture, suffisaient à offrir à la maison une respiration, une sorte de réveil, et préparaient le terrain pour accueillir la famille, les amis ou encore les voisins qui passaient prendre un café. Plus qu'un simple conseil, c'était un véritable rituel, un moment de communion avec ce qui nous entoure. Je me rappelle encore, enfant, la sensation étrange mais délicieuse du froid du matin qui entrait, du chant des oiseaux dans la cuisine de grand-mère, du parfum de la rosée qui se mêlait à celui du pain grillé. Rien que pour cela, aérer reste la première clé d'une maison qui sent bon. À côté de cette habitude, nos aïeuls connaissaient tous les secrets des produits simples et efficaces. Le bicarbonate de soude, par exemple, était leur allié de tous les instants. Elles savaient qu'un petit bol de poudre blanche, discrètement placé dans le réfrigérateur, dans une armoire à chaussures ou au fond d'une poubelle, suffisait à capturer toutes les mauvaises odeurs. Quand un tapis sentait le renfermer, on n'hésitait pas à le saupoudrer généreusement de bicarbonate, avant de laisser reposer quelques heures puis d'aspirer énergiquement. Le résultat était sans appel. Plus aucune trace d'humidité, la laine ou le tissu retrouvait sa fraîcheur. Même les animaux de compagnie semblaient apprécier ce retour à la propreté douce. Parfois, nos grands-mères ajoutaient même une pincée de ce précieux bicarbonate dans la lessive ou l'utilisaient pour désodoriser les paniers à linge. Loin des artifices, c'était la nature, à l'état pur, au service de la maison. Mais après avoir éliminé les mauvaises odeurs, il fallait habiller la maison de parfums authentiques, ceux qui apaisent, qui stimulent, qui réconfortent. C'est là qu'intervenaient les plantes, les fleurs et surtout les huiles essentielles. Bien avant que leur utilisation ne devienne tendance, elles faisaient partie de toutes les armoires à pharmacie. Un simple coton imprégné de quelques gouttes de lavande glissé dans une taille d'oreiller. Et voilà un enfant qui s'endort sans crainte. Quelques gouttes d'huile d'orange douce dans un diffuseur artisanal, et la cuisine s'emplissait d'une énergie solaire et optimiste, idéale pour commencer la journée. Si l'hiver tirait en longueur, on optait pour l'eucalyptus, qu'on laissait infuser dans de l'eau chaude, posée sur le poêle ou près du radiateur. L'air devenait léger, vivifiant,
presque thérapeutique. On préparait même ses propres sprays désodorisants, mélangeant de l'eau distillée, un peu de vodka et quelques gouttes d'huiles essentielles à vaporiser sur les rideaux, les coussins, le canapé ou même dans les toilettes. C'était là un art subtil de la juste dose, du parfum qui effleure et n'agresse jamais, parce qu'une maison parfumée doit donner envie de respirer, pas de fuir. Autre astuce, que vous reconnaîtrez peut-être, ce sont les fameux agrumes, vrais trésors de fraîcheur. L'orange piqué de clous de girofle, appelé pomme d'ambre, reste un souvenir olfactif inaltérable. Le geste est simple, mais sa portée est immense. On choisit une belle orange, fraîche, serrée, que l'on pique de dizaines de clous de girofle. Non seulement le parfum épicé, sucré, presque magique, chasse toutes les odeurs persistantes du placard ou du salon, mais il a également un effet répulsif sur les mites et autres petites bêtes de la maison. Sur la table du salon ou dans un panier de fruits, ce petit trésor décoratif éveille la curiosité et charme instantanément tous ceux qui franchissent la porte. Pour amplifier la magie, il suffisait à nos grands-mères de faire mijoter une casserole d'eau avec quelques zestes d'orange, un bâton de cannelle et parfois un peu de gingembre. En quelques minutes, la vapeur parfumée investissait toute la maison et annonçait une journée douce, inspirée des senteurs hivernales ou exotiques selon les envies. Lorsque l'hiver s'installait, ou pour célébrer la venue de proches, ce petit rituel devenait presque un cérémonial de bienvenue. Si les fruits jouaient ce rôle de diffuseur naturel, les plantes séchées n'étaient pas en reste. Nos grands-mères collectionnaient, tout au long de l'année, la lavande du jardin, le romarin, la camomille et même des pétales de rose ramassés lors de promenades ou d'occasions spéciales. Elles confectionnaient avec ces trésors de la nature de petits sachets cousus main, qu'elles glissaient dans tous les tiroirs, entre les piles de linge ou dans des chaussures peu portées. Avec chaque ouverture, c'était une vague de souvenirs qui surgissait et une fraîcheur bienfaisante qui envahissait la pièce. Lorsqu'un sachet perdait de sa puissance, il suffisait d'en froisser le contenu ou, mieux encore, d'en préparer un nouveau aux huiles essentielles, à renouveler selon les saisons et les récoltes personnelles. Dans certaines maisons, on trouvait même des bouquets entiers de lavande ou de menthe suspendus à l'envers dans la cuisine ou l'entrée. À la fois décoratif et odorant, ce détail ajoutait à l'ambiance générale et rappelait à chacun l'importance d'être connecté à la nature. Les grandes occasions étaient marquées par la création de bougies parfumées maison. Nos aînés faisaient fondre doucement de la cire d'abeille ou de soja, à laquelle elles ajoutaient, discrètement mais savamment, une huile essentielle, orange pour les fêtes de Noël, cannelle lors des froideurs d'hiver, lavande ou verveine pour les soirées éloignées de l'été. Le processus, presque méditatif, occupait une après-midi entière. Il fallait préparer la mèche, choisir le récipient, verser doucement la cire et attendre que le parfum se répande lorsque la bougie serait finalement allumée. Une fois terminée, ces bougies étaient allumées le soir, diffusant un parfum subtil tout en éclairant de leur lueur réconfortante la table du salon, le coin lecture ou la salle de bain lors des rares moments de solitude. Parallèlement, il n'était pas rare que l'on confectionne des fondants parfumés, maison, mélangeant cire naturelle, zeste de fruits, herbes séchées et quelques gouttes d'huile essentielle que l'on déposait sur un brûleur de céramique pour accompagner la lecture ou le tricot. Le vinaigre blanc, classique, restera éternel. Nos grands-mères l'utilisaient autant pour ses vertus désinfectantes que désodorisantes. Pas de coin de maison qui ne profite de ses bienfaits. Vasques, éviers, toilettes, sol, murs carrelés, tout y passait.
Pour neutraliser une odeur de cuisson ou de renfermer dans une pièce, on laissait un petit bol rempli de vinaigre blanc s'évaporer tranquillement. Le résultat était toujours impeccable. Et pour ceux que l'arôme acide perturbait, un bouquet de thym, de menthe ou de citron vert dans le vinaigre apportait une touche parfumée supplémentaire. Quelques cuillerées dans la machine à laver rendaient aux draps ou aux serviettes leur fraîcheur, loin des résidus de lessive chimique et des parfums de synthèse agressifs. Dans certaines familles, on ajoutait même un trait de vinaigre lors de la vaisselle à la main, afin de donner aux verres, aux assiettes et même aux mains ce parfum si délicatement propre. Le pot pourri, quel mot magique, porteur d'effluves du passé. Dans chaque pièce maîtresse, sur le buffet ou la cheminée, il y avait toujours un joli bol décoratif, empli d'un pot pourri fait maison, pétales de rose du jardin voisin, tiges de lavande, morceaux d'écorce d'orange ou de citron, bâtons de cannelle, clous de girofle, tout cela patiemment collecté lors des saisons, séché au soleil ou au grenier, mélangé, remué et rafraîchi de quelques gouttes d'huile essentielle au grand moment de passage. Parfois, le pot pourri devenait un jeu d'enfant. On laissait les petits remplir un sachet pour l'offrir à une maîtresse d'école, une voisine sympathique, ou même à un membre éloigné de la famille, comme messager d'affection et de bonne odeur. Lors des fêtes de fin d'année, le pot pourri se faisait plus épicé. Au beau jour, il emportait des arômes floraux et fruités, en accord parfait avec la lumière et la couleur du jour. Parlons des encens et herbes fraîches, d'usage ancestral. Si la maison avait besoin d'un grand nettoyage d'énergie, une ou deux branches de sauge ou de lavande séchées étaient brûlées lentement, leur arôme se répandant jusque dans les moindres coins. Cette pratique, héritée parfois de traditions venues d'ailleurs, conjuguait purification olfactive et symbolique, invitant à la quiétude et au renouveau. Dans la cuisine, sur le seuil, les pots d'herbes aromatiques régnaient en maître. Un simple effleurement offrait un nuage de parfum, basilic pour la joie, menthe pour la fraîcheur, romarin pour l'endurance des journées difficiles. Ces plantes, sur les rebords de fenêtres, étaient coupées, utilisées fraîches, puis ressuscitées l'hiver sous forme séchée dans les infusions ou les sachets pour tiroirs. Mais aucun parfum ne résiste à l'importance d'une maison bien tenue. Derrière toute senteur agréable se cache un art du nettoyage. À une époque où rien n'était jetable, chaque objet était entretenu, chaque textile lavé, aéré et secoué lors des beaux jours. Les couettes étaient étendues au jardin pour absorber l'odeur du grand air. Les tapis battaient la mesure sur la corde à linge. Le linge de maison était soigneusement repassé puis parfumé d'un brin de lavande ou d'un léger spray maison. Le frigo était vidé, les éviers rincés à grande eau, les poubelles désinfectées. Il suffisait parfois d'un rien en plus. Un sachet de lavande oublié dans une chaussure, un peu de bicarbonate tapissé au fond de la litière du chat, une demi-orange citronnée posée sur le rebord d'une fenêtre. Ce sont ces petits soins quotidiens, répétés avec constance, qui font la différence entre un simple logement et une maison accueillante. Reste, enfin, l'alchimie, cette attention à l'intuition. Nos aïeuls savaient doser, varier et adapter chaque astuce selon la saison, l'état moral de la famille, la nature de la visite annoncée ou la fatigue ressentie. Au printemps, elle choisissait la verveine ou la menthe poivrée, diffusait la joie par un pot pourri fruité ou une simple infusion d'herbes chauffée sur le poêle. L'automne venu, place au tonique du romarin, aux zestes d'agrumes, au feuillage ramassé sous la pluie. En hiver, la cannelle, la girofle, la badiane parfumaient la cuisine et la salle à manger. Chaque senteur, chaque rituel était choisi non seulement pour sa fonction,
mais aussi pour sa capacité à remonter le moral, soutenir l'énergie ou apaiser les esprits. Je me souviens d'une anecdote partagée par une voisine de ma grand-mère, Madame Lucienne. Lorsqu'elle prévoyait la visite de ses petits-enfants, elle préparait la maison toute la veille. Ventilation au grand matin, nettoyage minutieux des tissus d'ameublement, renouvellement des sachets parfumés dans chaque tiroir et enfin, confection d'un dessert aux agrumes qu'elle passait au four juste avant l'arrivée des enfants. Selon elle, il n'y a rien de plus régressif et universel que l'association du gâteau chaud, de l'orange, de la cannelle, du linge propre et du bois ciré. Tous les sens s'accordaient pour accueillir et rassurer, offrir, en quelque sorte, les bras ouverts au monde. De telles habitudes n'étaient pas réservées aux grandes occasions. La transmission se faisait jour après jour. On enseignait encore aux jeunes filles à coudre des sachets de lavande, à préparer des bougies, à faire le ménage au vinaigre plutôt qu'aux produits chimiques. On apprenait à reconnaître la lavande vraie de l'officinale, à composer un bouquet d'herbes ou à confectionner un pot pourri. Je me rappelle avec tendresse ces après-midi d'été à fouiller les herbiers, à assembler les petits sachets pour les glisser dans les armoires. Chaque brin, chaque écorce avait son histoire. La rose venait du jardin de la tante, la menthe de la terrasse ensoleillée. La cannelle avait été reçue en cadeau à Noël. Ces petits monuments olfactifs étaient bien plus que de simples accessoires, véritables talismans sensoriels. Ils cristallisaient les souvenirs et rendaient chaque visite, chaque retour à la maison unique et attachant. Parfois, la maison embaumait la cire d'abeille que l'on utilisait pour faire briller les meubles. Puis, en fin de journée, alors que tout le monde se préparait à se rassembler, une vague de parfums chauds, fruités ou floral, s'invitait à la table. C'était le résultat de toutes ces attentions, de ce cumul de petits gestes. Il en ressortait une harmonie, une authenticité difficile à définir, mais immédiatement reconnaissable. En vieillissant, j'ai appris à mesurer l'importance de ces traditions. Elles ne sont ni accessoires, ni anecdotiques, mais fondent un art de vivre du soin et du partage. Aujourd'hui, il serait dommage de perdre cette science tendre du parfum naturel au profit de produits qui promettent monts et merveilles, tout en blessant parfois notre environnement ou notre santé. Pourquoi ne pas réhabiliter ces vieux secrets, les diffuser, les transmettre, encourager leur renaissance dans nos appartements ou maisons, grands ou petits, urbains comme ruraux? Imaginons chaque matin ouvrir les fenêtres, renouveler les sachets, composer des bouquets, préparer un pot pourri unique à notre image. Prenons plaisir à choisir la senteur qui accompagnera la journée, ou partagerons-la avec nos proches en racontant l'histoire qui, derrière chaque fragrance, se réveille doucement. Ainsi, les 10 astuces de nos grands-mères se résument à la fois à des gestes précis, faciles à reproduire, et à une philosophie. Il ne suffit pas d'acheter un parfum pour sentir bon. Il faut aimer sa maison, lui consacrer du temps, y laisser une trace de nature, de travail bien fait, de respect pour soi-même et ceux qu'on accueille. Il faut choisir la bonté du linge propre, la discrétion d'une lavande cachée, la chaleur d'un gâteau sortant du four, la joie d'un bouquet improvisé, l'assurance apaisante d'un pot de vinaigre ou de bicarbonate oublié sur une étagère. Si chacun, ce soir, ferme les yeux et repense à la maison de son enfance, il retrouvera sans doute ce mélange unique de cire, de pain chaud, de linge frais, d'herbes folles et d'amour. C'est à cela que sert le rituel parfumé, recomposer la mémoire, bâtir le foyer sur les sensations, inviter le passé joyeux dans le présent vibrant. Alors, que vous choisissiez la première astuce ou la 10e, retenez qu'il s'agit avant tout d'une affaire de cœur et d'attention. La maison,
avec ses effluves naturels, raconte alors, silencieusement, l'histoire de toute une vie.